La sylviculture mélangée à couvert continu, une autre façon de cultiver nos forêts. Une série proposée par la Forêt irrégulière École du Bougès grâce à l'appui de Radio Margeride et du FOGEFOR Lozère. Chapitre 2, la sylviculture mélangée à couvert continu, une philosophie forestière mais avant tout, une approche pragmatique. Épisode 1, sylviculture mélangée à couvert continu et économie, avec la participation de Nicolas Luigi, délégué général de ProSylva France et expert forestier. Bonjour Nicolas, dans les épisodes précédents, nous avons découvert les grands principes de la sylviculture mélangée à couvert continu et les mécanismes sur lesquels elle repose. Après, nous avons tous conscience que la gestion des forêts génère une économie pour le propriétaire, pour le territoire. Peux-tu nous expliquer sur quoi repose la réflexion économique de la SMCC ? Dans la sylviculture mélangée à couvert continu, peut-être plus que dans d'autres approches sylvicoles et économiques, il faut dissocier la logique de simple flux recettes-dépenses de la logique d'amélioration de la valeur des bois restant sur pied. Car les échelles de temps économiques ne sont pas les mêmes suivant si on s'intéresse à l'un, à l'autre ou aux deux. Dit autrement, la rentabilité en sylviculture mélangée à couvert continu n'est pas une économie d'optimisation d'un stock, c'est-à-dire une quantité fixe de bois qu'on optimise à l'instant T, mais bien une économie d'optimisation d'un capital. La différence entre les deux, c'est que le capital, c'est un stock, mais sur lequel s'applique un accroissement annuel, en l'occurrence le volume de bois qui s'ajoute chaque année dans la parcelle. De ce fait, la rentabilité économique du système doit à la fois s'intéresser à la valeur du stock, mais aussi à l'optimisation de son accroissement. Il faut des jolis bois qui poussent. Chez ProSylva, on dit souvent « le bois pousse sur du bois » et « le joli bois pousse sur du joli bois ». L'échelle temporelle d'analyse de la rentabilité d'une forêt n'est donc pas du court terme, mais du moyen-long terme, de 30 à 50 ans par exemple. On parle d'une logique de rendement soutenu dans le temps et dans l'espace. Mais est-ce que ces logiques économiques d'optimisation du capital, de rendement soutenu, ne concernent pas uniquement les grosses forêts ? L'un des intérêts de la sylviculture mélangée à couvert continu, c'est qu'elle peut s'appliquer sur des petites échelles spatiales, puisqu'on va rechercher l'équilibre technico-économique à l'échelle de chaque parcelle. Pas besoin de posséder plein de parcelles d'âges différents qui se complètent les unes les autres. On recherche le rendement soutenu, c'est-à-dire l'optimisation de la valeur du stock par les interventions d'éclaircie, l'optimisation de la valeur de son accroissement annuel par la recherche d'un équilibre de capital, ni trop haut ni trop bas, et en même temps la diminution des coûts par la régénération naturelle, et ceci au niveau de chaque unité de gestion, c'est-à-dire de chaque parcelle. Ces préalables sur les échelles de temps, les échelles spatiales, la dissociation entre les flux recettes-dépenses et l'évolution du capital sont indispensables pour comprendre et assimiler les logiques économiques en sylviculture mélangée à couvert continu. En réalité, ce sont des choix stratégiques à assumer dès le départ ou le plus en amont possible. Avant tout, il s'agit donc d'une volonté et d'une posture. Sans ça, si on voit la forêt comme un stock presque fixe à l'instant T, qu'on oublie son accroissement, qu'on réfléchit à court terme et qu'on oublie de déduire les coûts associés au jeune peuplement, on peut sûrement faire mieux que la sylviculture mélangée en termes économiques. Mais c'est rarement durable dans le temps. Une génération de propriétaires encaisse quelque chose, puis deux autres vont dépenser sur la même parcelle. Par contre, si on intègre cette posture de base, qui intègre à la fois le temps, l'espace, les notions de stock, d'accroissement et la diminution des coûts, on fait rarement mieux que la sylviculture mélangée à couvert continu. On commence à te suivre Nicolas, notamment dans cette logique d'amélioration continue de la forêt, de progression du capital au cours du temps. Mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple précis et concret ? Pour illustrer ces logiques de stock et d'accroissement, il y a un exemple simple. Savez-vous comment se forme le volume de bois à l'échelle d'un arbre au cours de sa vie ? Généralement, le premier mètre cube de bois est fabriqué entre 20 et 30 ans. Le second mètre cube s'ajoute au premier en 15-20 ans. Et le troisième mètre cube s'ajoute en 10-15 ans. Le quatrième mètre cube s'ajoute généralement en 8-12 ans. Et au-delà, les mètres cubes supplémentaires s'ajoutent sur l'arbre à un rythme parfois inférieur à 10 ans, parfois même inférieur à 5 ans. Ça va de plus en plus vite, car le volume en fait augmente au carré du diamètre, et pas de manière linéaire. Quand on sait cela, on comprend pourquoi la sylviculture mélangée à couvert continu vise la production de gros bois de la meilleure qualité possible. C'est à la fois une manière d'optimiser le stock, qui
qui est réparti sur moins d'arbres, d'optimiser l'accroissement de ce stock, puisqu'on maintient dans la parcelle des arbres qui poussent du fait de leur diamètre notamment, et de réduire les coûts, puisqu'une forêt constituée de gros bois laisse filtrer plus de lumière au sol qu'une forêt constituée d'une majorité de jeunes arbres. Et c'est à proximité des gros arbres que se produira la régénération naturelle en continu, donc on diminuera aussi les coûts. Économiquement parlant, on a donc besoin à tous les niveaux de gros bois dans les forêts, et tant qu'à faire, autant faire en sorte par la sylviculture qu'il soit constitué du plus joli bois possible, et qu'il y en ait toujours pour pouvoir en couper, avec un renouvellement des générations d'arbres qui se fera en continu sur la parcelle. Quand on place de l'argent sur un compte à la banque, en début de chaque année, on voit le chiffre des intérêts. C'est assez clair et cette valeur se calcule facilement. Mais en forêt, comment est-ce qu'on appréhende la notion d'accroissement ? Mesurer un stock de bois, c'est facile. Visualiser une régénération naturelle, compter les jeunes arbres, c'est assez facile. Mais l'accroissement, c'est-à-dire les intérêts du capital qui s'ajoutent chaque année, comment je peux connaître cette variable, si importante dans la sylviculture mélangée à couvert continu ? Eh bien, fixons des ordres de grandeur. En moyenne, l'accroissement annuel en volume des forêts tempérées varie de 1 à 5% par an, et le plus souvent est compris entre 2 et 3% par an. Et ce qui fait varier cet accroissement, c'est d'abord et avant tout le climat, mais aussi l'âge des arbres, la fertilité du sol sur lequel ils poussent, leur vigueur, c'est-à-dire la proportion de houppiers verts et leur état sanitaire, la proportion de gros bois dans le capital, puisque ce sont eux qui concentrent l'essentiel de l'accroissement en volume, et aussi la qualité de ces bois, si cette fois on parle d'un accroissement en valeur. Donc, en poursuivant le raisonnement, si on veut accompagner une forêt pour qu'elle soit plus rentable, il faut améliorer la valeur bois en jouant sur l'accroissement en volume et l'accroissement en valeur. Pour optimiser l'accroissement en volume sur une période la plus longue possible, cela suppose de s'exonérer des phases où le stock revient presque à zéro, durant lesquelles l'accroissement existe, mais il ne s'applique sur aucune valeur. Ce qui veut dire qu'on doit avoir à la fois un volume suffisant de bois qui est en train de pousser, si possible avec des arbres de belle qualité, et aussi des ouvertures hétérogènes dans le couvert pour filtrer la lumière diffuse et faire apparaître et croître la régénération. C'est la logique du capital d'équilibre qu'on recherche en sylviculture mélangée à couvert continu, à la fois ni trop faible, pour éviter que l'accroissement se concentre uniquement sur des jeunes arbres peu rentables, ni trop fort, pour éviter que l'accroissement baisse ou que la régénération n'apparaisse pas. Pour faire tout ça, il faut du gros bois dans les parcelles et des arbres qui aient une grande proportion de houppiers verts vivants sur un maximum de hauteur, au-dessus de la bille de pied qui concentre généralement entre 70 et 80% de la valeur totale de l'arbre sur les 4 à 8 premiers mètres. Au-delà de cette optimisation en volume, il y a aussi l'optimisation de l'accroissement en valeur. Et pour ça, il faut faire les bons choix au moment des martelages, avec une sylviculture fine effectuée à leur profit, en permettant de constituer des billes de pied qui soient droites, par compression au jeune stade notamment, qui soient nettes de nœuds, par l'élagage naturel qui est lié à cette compression, éventuellement complété par des élagages artificiels de finition sur les meilleurs arbres, puis ensuite par un grossissement optimal avec des éclaircies qui vont permettre progressivement de mettre les plus jolis arbres en situation de croissance semi-libre. Et c'est là où la sylviculture rejoint l'économie et vice-versa. L'optimisation des recettes est aussi une question d'organisation et de stratégie de commercialisation des bois. Inutile de s'acharner à produire du joli gros bois si c'est pour ne pas savoir le vendre à son juste prix à un moment donné. De ce point de vue, il existe plusieurs solutions applicables en sylviculture mélangée à couvert continu, en particulier sur les petites surfaces. Se regrouper avec des voisins, s'attacher les services d'un gestionnaire spécialisé qui pourra à la fois marquer les bois dans la logique de la SMCC puis les vendre, ou bien basculer dans des systèmes de vente bord de route plutôt que de vente sur pied, c'est-à-dire prendre à sa charge l'exploitation des bois et leur tri par qualité pour en optimiser la valeur.
Là encore, il faut s'entourer des personnes compétentes en faisant attention aux conflits d'intérêts. Ce n'est évidemment pas celui qui achète les bois qui doit venir les choisir en forêt. Chez ProSylva, on dit souvent « on gère des mètres carrés en surface terrière, on vend des mètres cubes en volume ». Ce qui signifie que la logique sylvicole doit être dissociée de la logique commerciale, même si les deux sont évidemment liés. Là encore, les gros bois de qualité présentent des grands intérêts économiques, puisqu'ils possèdent ce qu'on appelle une élasticité économique importante, c'est-à-dire que, étant donné que nous avons systématiquement et constamment du gros bois de qualité mobilisable dans les parcelles, il n'y a jamais un moment où on est obligé de mettre l'ensemble des bois en vente au même moment et au même endroit. Si bien qu'en fait, on peut optimiser leur mise en vente en les étalant dans le temps à des périodes où ça se vend mieux et des périodes où ça se vend moins bien. C'est la notion d'élasticité économique qui s'applique le mieux aux gros bois de qualité. Tu nous parles d'optimisation des recettes, mais en forêt, il y a aussi des dépenses pour la régénérer, pour faire des travaux. Est-ce que la SMCC est intéressante à ce niveau pour réduire ou au moins limiter les dépenses ? En effet, la rentabilité globale d'une forêt se joue aussi dans l'argent que l'on ne dépense pas, notamment dans les jeunes stades de développement des arbres. Et de ce point de vue, la sylviculture mélangée à couvert continu présente aussi des avantages, puisqu'on va tirer parti d'un maximum de phénomènes naturels pour les orienter vers la production attendue. Le premier de ces phénomènes, c'est l'apparition puis la croissance d'une régénération naturelle, diffuse et continue dans l'espace et dans le temps, sous le couvert des arbres adultes. On s'exonère ainsi des coûts de plantation en plein, même s'il est tout à fait possible de compléter la régénération naturelle par des plantations d'enrichissement ponctuelles. Ensuite, on va tirer parti de la compression naturelle et de la compétition entre les arbres et entre les espèces, qui va obliger les jeunes arbres, les plus vigoureux, à pousser en hauteur pour aller chercher la lumière. Généralement, cela amène un élagage naturel relativement bon des arbres, même si celui-ci varie beaucoup d'un arbre à l'autre et surtout d'une espèce à l'autre. On s'économise ainsi des coûts de dépressage, de taille ou encore d'élagage. Évidemment, tout cela suppose de surveiller ce qui se passe, d'observer, de comprendre les dynamiques, pour agir quand même s'il y en a besoin, sous forme de travaux ciblés, plutôt fréquents qu'intenses, avec des techniques simples comme le cassage, l'annélation, le détourage ciblé ou l'élagage de finition. Généralement, en sylviculture mélangée à couvert continu, on a besoin de 1 à 4 heures par hectare et par an de travaux sylvicoles, notamment suivant le mélange d'espèces qui est en présence. Ces dépenses en travaux, qui sont raisonnables et continues, évitent de plomber les comptes à un moment donné et de perdre en dépenses ce qu'on aura optimisé dans les recettes. Il y a, Nicolas, je crois, une notion particulière que tu souhaitais nous présenter et qui résume bien ce que nous avons pu détailler jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous en parler ? Une des notions économiques les plus synthétiques et les plus utilisées dans la sylviculture mélangée à couvert continu, c'est celle du temps de rotation du capital. C'est l'équivalent de la notion de révolution en futaie régulière, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour reproduire le volume de bois qui était sur la parcelle avant la coupe rase ou la coupe définitive. Or, les calculs montrent que les forêts gérées en sylviculture mélangée à couvert continu ont un faible temps de rotation du capital, généralement compris entre 25 et 50 ans. Cela veut dire que tous les 25 à 50 ans, suivant la vitesse de croissance des arbres et l'état initial de la parcelle, on aura récolté, par éclaircies jardinatoires successives, autant de bois que ce qu'il y avait au début, mais sans jamais remettre la parcelle à zéro. Ça, c'est possible précisément parce qu'on aura trouvé l'équilibre entre produire et régénérer, entre optimiser le stock et optimiser son accroissement dans le temps. Et si on a bien fait le travail d'amélioration, la valeur du capital qui reste augmentera aussi avec le temps. Ça veut dire qu'une forêt gérée en sylviculture mélangée à couvert continu, elle n'est absolument pas figée et le risque économique est limité, puisqu'en fait le capital est sans cesse renouvelé à un rythme qui est finalement très soutenu, parfois même plus vite que dans le système plantation-coupe rase. Et face à des aléas climatiques, économiques ou sanitaires, la sylviculture mélangée à couvert continu présente donc de vraies garanties de résilience, de souplesse et d'adaptabilité.
Et on y arrive sans casser l'ambiance forestière et tout en continuant à bénéficier des autres services et fonctions de la forêt, comme la filtration de l'eau, la fixation du carbone, la continuité des paysages ou encore la préservation d'une forme de biodiversité et de fonctionnalités écologiques liées à la maturité des systèmes et au bois mort notamment. Toutes ces fonctions et valeurs ne sont pas, ou très peu, valorisées économiquement pour l'instant. Mais nous sommes sûrement au début de ce processus et probablement que les forêts du futur verront leurs revenus se diversifier et augmenter par l'intégration de ces fonctions dans leur modèle économique. Toutes ces fonctions sont remplies en un même lieu et de manière continue dans le temps par les forêts gérées en sylviculture mélangée à couvert continu. Et cela représente pour nous l'une des meilleures stratégies économiques si on la projette dans un futur où toutes ces fonctions auront probablement une valeur, peut-être même supérieure à celle du bois. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro pour le chapitre 3, mettre en pratique les principes de la SMCC, et son premier épisode consacré à l'acte clé, le martelage. Ce programme a été réalisé grâce au financement du Fonds FEADER et de la région Occitanie, avec l'appui de la DRAF Occitanie.